Hey, salut à tous! Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on regarde le grand classement des extensions de Carcassonne. Alors dans ce classement, on ne va regarder que les grosses extensions, pas toutes les mini-extensions, sinon on y serait encore demain. Malheureusement, il n'y aura pas non plus l'extension de la catapulte, puisqu'elle n'a pas été rééditée, et que je ne la possède pas. Autre précision avant de commencer le classement, comme je joue souvent à Carcassonne à 2 joueurs, et bien évidemment mon classement, qui va de toute façon être subjectif, sera marqué par cette donnée. Les extensions que je vais mettre en premier sont des extensions qui se jouent plutôt bien à 2 joueurs évidemment, et celles qui se jouent un peu moins bien à 2 joueurs seront un petit peu plus bas dans le classement malheureusement. Pour chacune de ces extensions, je ferai un petit point sur les différents modules qu'elle contient avant de donner mon avis, mais évidemment si vous voulez davantage de précision, vous pouvez aller voir la vidéo qui correspond à chacune de ces extensions, puisque chacune d'entre elles, ces 9 extensions, ont toute une vidéo disponible sur la chaîne dont les liens sont indiqués en description. Et dernière extension de ce classement, s'il en fallait bien une, malheureusement, c'est Pont, Forteresse et Bazar. Alors je précise, c'est pas parce qu'elle est dernière qu'elle est affreuse. Pour moi, aucune des extensions de Carcassonne n'est affreuse, mais pour moi, les modules dont elle est constituée sont un petit peu moins convaincants que les autres, mais je refuserais pas non plus de faire une partie si on me le proposait. Alors, dans cette extension, on a d'abord les ponts qui permettent d'être placés sur 2 endroits d'un près, comme ça, pour constituer une route à un endroit où il n'y a pas de route. Donc les ponts, c'est un ajout qui est très intéressant, puisqu'au début de la partie, vous commencez avec un certain nombre de ponts que vous allez pouvoir utiliser, mais malheureusement, moi, je n'arrive pas à les utiliser. C'est-à-dire que pour moi, c'est complètement contre-intuitif, c'est complètement contre la logique de Carcassonne, parce que Carcassonne, le but, c'est d'essayer de faire des paysages, d'associer les éléments qui se correspondent bien. Et donc moi, je suis dans cette logique quand je joue à Carcassonne. Alors que ça vous demande de réfléchir aussi aux endroits où vous pourriez placer votre tuile, alors qu'elle ne s'associe pas bien au paysage qui l'entoure, mais qu'elle pourrait éventuellement coller si vous arriviez à placer le pont au bon endroit. Pour moi, ça ne rentre pas dans ma logique, et généralement je termine les parties de pont, forteresse et bazar. J'ai encore tous mes ponts devant moi, j'en ai utilisé aucun, ou alors j'en ai utilisé un juste vraiment parce qu'à un moment il fallait dire bon allez, j'essaye quand même de jouer avec l'extension et de l'utiliser, mais je n'arrive pas à me mettre dans cette logique de l'extension. Même si c'est un ajout qui a l'air très chouette, je pense que ce serait plus cool d'avoir par exemple un pont qu'on a systématiquement à toutes les parties, un peu comme l'évêque quoi. On a aussi un pont et on peut placer le pont une fois dans la partie pour se débloquer d'une situation. Là, ça casserait un petit peu moins la tête. Et on aurait, plutôt que d'avoir plusieurs ponts, on se dit, bon bah tant pis, je les garde, j'utiliserai plus tard. Voilà, c'est la manière de réfléchir qui pour moi ne me permet pas d'utiliser cette extension, ce module de l'extension. Ensuite, on a le module des forteresses qu'on peut placer sur des villes qui font uniquement 2 tuiles. Et qui permettent, déjà elles font un petit peu plus de points avec les paysans en fin de partie, mais surtout ça vous permet, lorsque vous évaluez une forteresse, vous pouvez gagner les points d'une structure qui vient d'être complétée et qui est adjacente. Ça paraît intéressant comme ça, mais en fait c'est une stratégie qui me paraît assez simple à contrer. C'est ça qui est un petit peu embêtant, parce que, alors, c'est sympa, c'est inoffensif en fait. C'est pas quelque chose que j'aime pas, mais c'est pas, je vais pas en redemander en gros des forteresses. C'est assez sympa, sans plus quoi. Et enfin, on a les bazars. Les bazars, c'est un module lorsque vous piochez une tuile bazar, comme celle-ci ou celle-là par exemple. Vous allez piocher autant de tuiles qu'il y a de joueurs depuis la pioche, et ensuite on va faire une mise aux enchères pour récupérer ces tuiles. Alors l'idée, dans le principe, c'est sympa, et ça fonctionne sûrement mieux à 3, 4 ou 5 joueurs qu'à 2 joueurs, mais le problème que j'ai avec cette extension, c'est que c'est assez rare finalement dans Carcassonne où vous avez besoin d'une tuile qui existe en un exemplaire et qui est hyper spécifique pour terminer une partie de votre structure. Alors oui, il vous manque toujours la bonne tuile, mais généralement il y a plusieurs tuiles qui peuvent correspondre, la partie elle est assez longue, donc vous allez piocher pas mal de tuiles, surtout quand vous êtes à 2 joueurs, donc avoir la bonne tuile au bon moment, qui sort grâce au bazar et pour laquelle vous avez envie de payer vachement de points parce que sinon vous ne pourrez pas construire votre ville qui va vous faire 45 points, ouais, il y a peu de chances que ça arrive, et finalement les enchères tombent souvent assez à plat, ou alors vous piochez 2 ou 3 tuiles et il n'y a que des routes, et personne n'a envie des routes, du coup tout le monde mise 0 et puis on récupère juste des routes, et finalement ça rime pas à grand chose. Donc ça tombe un petit peu à plat pour moi aussi cette histoire d'enchères, donc c'est pour ça que j'ai 3 modules qui me convainquent pas réellement. Les ponts c'est une bonne idée, c'est rigolo, en plus c'est en 3D, c'est vraiment une bonne idée, mais j'arrive pas à mettre mon esprit autour de ça. Les forteresses, c'est sympa, mais sans plus, et les bazars, c'est assez peu convaincant. C'est pour ça que
pont, forteresse et bazar est numéro 9 de ce classement. Et numéro 8 de ce classement, malheureusement, c'est comte, roi et brigand. Alors dedans, il y a 4 éléments, il y en a 2 que j'aime bien et 2 que j'aime pas trop. Le premier que j'aime bien, c'est le module brigand et roi. Donc ça, en gros, c'est en fonction de la personne qui va construire la plus grosse route durant la partie, va récupérer cette tuile, et la personne qui aura construit la plus grosse ville va récupérer celle-là. Et à la fin, ça rapportera autant qu'il y a de routes complétées ou autant qu'il y a de villes complétées. Ça fait un différentiel à peu près de 15 points pour chacune de ces 2 tuiles. C'est un petit élément en plus à rajouter dans la partie, c'est sympa. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça vous donne un nouvel objectif de partie, c'est plutôt chouette. Ensuite, l'autre module que j'aime beaucoup, c'est la rivière 2. Donc des nouvelles tuiles rivières avec une bifurcation, et surtout, vous avez une tuile volcan à la fin de la source qui permet, si vous jouez avec l'extension princesse et dragon, de rapporter tout de suite le dragon et de ne pas attendre qu'il y ait une tuile dragon qui sorte. Une autre tuile volcan qui sort, donc ça c'est plutôt bien fait. La rivière 2 à intégrer à vos parties aussi, c'est très chouette. Ensuite, 2 modules un petit peu moins convaincants, on a le module des lieux de culte. Les lieux de culte, en gros, vous allez les placer dans... alors, si vous les placez tout seuls, ils vont s'évaluer exactement comme des abbayes, donc c'est comme si vous aviez tout un tas d'abbayes en plus, mais si vous les placez dans juste adjacent à une abbaye, imaginons que ce soit une abbaye, en gros, c'est la première personne qui terminera qui réussira à compléter soit son lieu de culte, soit son abbaye, qui pourra marquer les points. Et l'autre personne va juste reprendre son meeple et ne marquera pas les points de la structure qui n'a pas été terminée. C'est un petit peu bizarre. En fait, quand on l'a joué, on n'a pas trouvé tellement de situations dans lesquelles on avait vraiment envie d'aller se lancer des défis ou de se défier. La personne qui arrive en deuxième n'a généralement pas tellement intérêt à aller se placer à côté d'une structure qui est déjà en construction, parce que ça veut dire que la personne a déjà bien avancé sa structure. Donc finalement, on n'a pas trop vu l'intérêt de ces lieux de culte. Ça fait un petit peu des abbayes en plus, mais en soi, c'est pas grand chose de plus, quoi. Et puis, dernier module de cette extension, c'est la ville de Carcassonne. Alors, la ville de Carcassonne qui peut être utilisée comme tuile de départ, une grosse tuile de départ comme ça. Alors, c'est sympa, mais par contre, on peut plus utiliser la rivière, donc moi, je l'utilise pas trop, du coup, parce que je préfère la rivière. Et puis, de l'autre côté, on a l'extension avec le comte. Alors là, on a 4 quartiers, et on a un comte. Et en fait, le comte va se balader de quartier en quartier. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous permettez à un autre joueur de gagner des points alors que vous n'en gagnez pas, vous allez pouvoir emmener un de vos meeples sur un de ces 4 quartiers qui représentent les abbayes, la ville, les prés et les routes. Et en gros, à partir de là, à chaque fois qu'une abbaye, une ville, un pré ou une route est évaluée, vous allez pouvoir envoyer un de vos meeples qui est sur la structure correspondante sur la structure qui est en train d'être évaluée pour prendre la majorité sur cette structure. Par exemple, il y a une route avec un meeple rouge qui est en train d'être évalué, vous êtes bleu et vous avez 2 meeples ici. Vous pouvez envoyer vos 2 meeples sur la route pour prendre le contrôle de la route et gagner les points à la place de rouge. Voilà, donc c'est... Et vous n'avez pas le droit de le faire lorsque le compte est ici, et si vous envoyez votre meeple, vous pouvez modifier l'endroit où bouge le compte. Donc c'est intéressant comme fonctionnement, mais ça reste quand même quelque chose qui est très différent du Carcassonne de base et qui est très alambiqué. Parce qu'il faut avoir une réflexion très différente en se disant, bon bah, je vais donner des points à mon adversaire ici, en lui fermant une petite ville qui va lui faire 2, 4 ou 6 points, et ce qui va me permettre d'envoyer des personnes, des meeples, dans la ville de Carcassonne, que je pourrais peut-être plus tard renvoyer dans une ville un peu plus grosse que mon adversaire possède déjà et que je vais pas réussir à lui reprendre par des moyens conventionnels, ou alors dans un pré pour me faire des points ici ou là. C'est très alambiqué finalement. Ça ne sert pas tant que ça dans la partie. Et puis le truc qui est assez frustrant avec cette extension, c'est qu'on n'a pas non plus envie de donner des points à notre adversaire. Pourquoi ? Enfin, donner des points à notre adversaire maintenant pour lui en reprendre plus tard. C'est pas très instinctif et c'est un peu frustrant à faire comme mécanique. Donc c'est pour ça que cette extension, Comte, Roi et Brigand, il y a 2 éléments que j'aime bien qui sont le roi et la rivière, et puis 2 qui me motivent un peu moins, les lieux de culte et l'extension du Comte de Carcassonne qui va plaire à certaines personnes. C'est pas idiot comme mécanique, mais moi ça me plaît pas spécialement et j'aime pas trop l'intégrer dans mes parties et j'aime pas trop utiliser cette mécanique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est la numéro 8. Numéro 7 dans ce classement, c'est l'extension mer et monastère. Alors dans mer et monastère, il y a certains modules que j'aime bien. Donc par exemple, on a le chariot qui va se placer comme un meeple, mais au moment où vous allez évaluer la structure sur laquelle se trouve le chariot, vous allez pouvoir le déplacer sur une case adjacente qui n'est pas encore occupée et qui n'est pas encore terminée. Une structure pas occupée, une structure pas terminée. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est un petit ajout qui retire rien, qui rajoute juste une petite possibilité en plus dans la partie. Donc c'est typiquement un petit peu comme l'abbé, ça retire rien, ça rajoute juste une possibilité, donc ça c'est assez chouette, ça peut être utilisé dans toutes les parties.
Deuxième élément qui peut être pas mal, ça dépend un peu des fois, mais qui est un peu alambiqué quand même, c'est le monastère. Le monastère, vous pouvez le placer uniquement si vous avez 4 tuiles qui sont dans cette position, donc qui entourent une case qui est vide. À ce moment-là, vous pouvez placer votre monastère au milieu, vous pouvez même placer un meeple dessus qui va vous rapporter des points comme si c'était une abbaye, mais surtout ce monastère peut se mettre absolument n'importe où et il va venir terminer les structures qui lui sont adjacentes. Donc ça peut être intéressant pour débloquer certains moments dans la partie où chaque joueur commence la partie avec une tuile monastère. C'est sympa, il n'y a pas finalement, au départ je me disais que ça allait débloquer pas mal de situations, mais finalement il n'y a pas tant de situations que ça où on a vraiment absolument besoin de ce type de monastère pour se débloquer. Il y a toujours dans la partie un ou deux endroits qui sont vraiment bloquants, où on aimerait mettre une tuile. Mais finalement, ça sert pas tant que ça. C'est un peu anecdotique, même si, bon, c'est sympa. Et après, il y a ensuite 2 modules pour lesquels je suis un petit peu plus mitigé. On a le maire. Le maire, quand vous le placez dans une ville, et vous ne pouvez le placer que dans une ville, il va compter pour autant de meeples qu'il y a de blasons dans la ville, dans le décompte des majorités. Donc s'il y a 0 blason, vous n'avez 0 majorité. C'est comme si vous n'aviez aucun meeple, la ville ne vous rapporte aucun point. Par contre, s'il y a 4 blasons, eh bien c'est comme si vous aviez 4 meeples dans la ville. C'est sympa, sur le principe c'est sympa, et dans le jeu c'est sympa aussi. Le problème c'est que finalement, il s'utilise très très peu en fait ce meeple. Dans les parties que j'ai faites, on l'utilise peut-être 1, 2 fois dans la partie, il n'est pas très très mémorable, on n'est pas emballé à l'utiliser, c'est pas d'un fun absolu, c'est sympa. Mais voilà, franchement sans plus, et ça s'utilise très peu, c'est très très anecdotique en fait. Et puis enfin, le dernier élément, c'est la grange. La grange, vous pouvez la placer à l'intersection de 4 prés, et dès qu'elle est placée, déjà, vous évaluez tous les paysans dans le pré. Et ensuite, à chaque fois qu'un paysan est raccordé à ce pré, le paysan va vous rapporter 1 point par ville complète. Et à la fin de la partie, toutes les villes dans le pré dans lequel se trouve votre grange vont vous rapporter 4 points. Donc ça, c'est très intéressant pour les stratégies les stratégies paysans, pour vous faire des points avec les villes. Mais finalement, la grange, c'est aussi quelque chose qui est très puissant et qui demande qu'on se consacre un petit peu à cet élément de l'extension pour vraiment en tirer le plein potentiel. Et c'est ça que je reproche un petit peu à cette extension maire et monastère, c'est que finalement il y a beaucoup de choses. Il y a le maire qui vous demande de vous focaliser sur les villes, le chariot qui vous demande de vous focaliser sur des structures qui n'ont pas été encore occupées, les monastères qui vous demandent de faire attention à la manière dont la carte est organisée, et la grange qui vous demande de faire attention en plus au pré. Donc finalement cette extension, pour moi, elle pâtit un petit peu du fait de ce manque d'unité, de cette multiplicité d'éléments que vous avez dans l'extension. Prise séparément, ça peut être un petit peu plus intéressant, mais le tout ensemble, ça fait un peu cafouillis, un petit peu brouillon. En fait, en partant dans l'une des directions, on a l'impression de délaisser les autres, et du coup, c'est un peu frustrant. On fait la grange au détriment de quelque chose, c'est pas vraiment en plus de quelque chose. C'est ça que je reprocherais un petit peu à cette extension, c'est qu'on a l'impression de délaisser certains aspects de Carcassonne pour en favoriser certains autres. Donc c'est pour ça que Maire et Monastère, qui n'est pas du tout désagréable comme extension, mais voilà, qui me chiffonne un petit peu, qui me frustre un petit peu, n'est que numéro 7 de ce classement. Numéro 6 dans la liste des extensions, c'est l'extension en fait numéro 1, la première qui est sortie, c'est Auberge et Cathédrale. Alors cette extension, je l'aime bien en soi, il n'y a rien de mal avec cette extension, c'est juste qu'il n'y a finalement pas beaucoup d'éléments, on dirait presque une mini-extension. Alors ce qu'on trouve dedans déjà, c'est ces petites tuiles recto verso 50 et 100 qui permettent de noter les scores sans avoir besoin de coucher les meeples ou de retenir qu'on a passé 50, etc. Donc ça c'est plutôt sympa, surtout à 2, parce qu'à 2 on va sur des scores un petit peu plus importants, parce que c'est plus facile de marquer des points, enfin j'ai l'impression en tout cas. Donc ça c'est sympa, mais finalement je l'utilise pour toutes mes parties, mais c'est pas un élément spécifique à cette extension. On a également des jetons d'une 6e couleur pour ajouter un 6e joueur. Alors moi c'est pareil, ça m'intéresse pas tellement parce que je joue surtout à 2, très rarement à 3 ou à 4, donc avoir une 6e couleur c'est pas intéressant pour moi. Ce qui est intéressant par contre c'est ce meeple là qui est le gros meeple. Il y en a un pour chacune des couleurs, qui est un tout petit peu plus gros qu'un meeple normal et qui permet, lorsque vous le posez dans une structure, de compter double au moment du décompte de la majorité. C'est comme si vous aviez 2 meeples au lieu d'un. Donc ça c'est très intéressant, c'est très simple à utiliser, ça nécessite pas de mise en place particulière, ça change pas fondamentalement les règles de Carcassonne, mais c'est un petit élément supplémentaire, un petit peu comme l'abbé, c'est quelque chose qu'on vous donne en plus et qui va pas changer fondamentalement votre stratégie, mais c'est toujours intéressant, c'est assez sympa. Et puis 2 autres petits éléments assez sympas dans cette extension, ce sont les auberges et les cathédrales. Les cathédrales, lorsqu'elles sont placées dans des villes et que vous fermez la ville et que vous l'évaluez, chaque tuile de la ville va compter 3 points au lieu de 2 points.
Donc ça c'est assez intéressant. Par contre à la fin de la partie, si la ville n'est pas terminée, elle rapportera 0. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Et ça fonctionne de la même manière pour les auberges. Donc les auberges c'est ça. À chaque fois que vous avez une route le long de laquelle il y a une ou plusieurs auberges, ça va doubler les points que la route va vous rapporter. Mais même chose à la fin de la partie, si jamais la route n'est pas terminée, elle ne vous rapportera aucun point. Donc voilà, ces deux petits éléments-là sont assez sympas, ça revalorise un petit peu la stratégie route, mais sans dévaloriser non plus la stratégie ville. Et donc c'est des éléments qui sont intéressants dans cette extension. J'aime bien le gros meeple, les auberges et les cathédrales, mais ça fait pas non plus énormément d'éléments, c'est pour ça que cette extension est un petit peu plus bas que les autres dans le classement. Donc numéro 5 de ce classement, c'est l'extension Mouton et Colline. Alors il y a 3 éléments dans Mouton et Colline qui sont assez sympas. Le premier élément, c'est le berger. Donc chaque joueur commence la partie avec un berger et vous pouvez le placer dans des prés. Lorsque vous faites ça, vous allez piocher des jetons dans ce sac et ces jetons vous représentez soit des moutons, soit un loup. Et si ça représente des moutons, il n'y a pas de problème, ça s'ajoute au troupeau du berger. Et si ça représente un loup, le loup va venir manger le troupeau du berger. À partir de là, à chaque fois que vous agrandissez le pré dans lequel se trouve le berger, vous allez avoir le choix entre rentrer le troupeau et gagner autant de points de victoire qu'il y a de moutons dans le troupeau, ou agrandir le troupeau et venir piocher dans le sac en espérant piocher des moutons et ne pas piocher le loup qui mangerait tous vos moutons. Donc ça rajoute un petit élément de stop ou encore dans le jeu, qui pour moi est très très sympa et très bien fait, qui ça ne change pas fondamentalement la partie, alors sauf si vous avez beaucoup de chance et que vous piochez beaucoup de moutons et du coup vous faites plein de points de cette manière, mais généralement on tombe assez vite sur le loup, ou alors on pousse pas trop sa chance et on rentre le troupeau. Pour moi, ce qui est très intelligent dans cette extension, c'est que quand vous rajoutez une tuile qui agrandit votre pré, vous n'êtes pas obligé de choisir entre l'action du berger ou placer un meeple. Vous pouvez quand même placer un meeple, donc là par exemple je rajoute ça, je peux en placer quand même un dans l'abbaye ou dans la ville, et ensuite je peux faire l'action du berger parce que j'ai agrandi son pré, et choisir si j'agrandis le troupeau ou si je rentre le troupeau. Et ça pour moi c'est vraiment bien parce que ça vous donne un choix supplémentaire, c'est juste une option en plus, c'est pas obligatoire. C'est juste voilà, vous n'avez pas à être frustré en vous disant si je fais le berger, je fais pas la ville, ou si je fais le berger, je fais pas l'abbaye, c'est embêtant. Non, vous pouvez faire les deux. Et ça, c'est très très cool dans cette extension, c'est pour ça que j'aime plutôt bien cette idée du berger. Ensuite, dans l'extension, deuxième élément qui pour moi me plaît un petit peu moins, ce sont les collines. Donc quand vous tirez une tuile avec une colline, vous prenez également une autre tuile que vous ne regardez pas et que vous placez en dessous, et ensuite vous placez la tuile colline de manière tout à fait classique. La différence, c'est que les meeples qui sont placés sur la tuile colline vous donneront un avantage en cas d'égalité quand il y a une majorité, pour déterminer la majorité. Par exemple, sur la route, s'il y a plusieurs meeples sur la route, mais que moi j'ai un meeple sur la colline, à nombre égal de meeples, j'aurai un avantage. Il ne compte pas pour 2 meeples, c'est juste qu'en cas d'égalité, ça départage l'égalité en votre faveur si le meeple est placé sur la colline. C'est sympa, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que du coup ça fait moins de tuiles, parce que pour chaque tuile colline qui sort, vous placez une tuile en dessous. Donc peut-être à rajouter une autre extension du coup si vous jouez à Mouton et Colline. Mais ouais, j'ai pas trouvé que ça changeait fondamentalement les choses. C'est intéressant notamment pour les prés, parce que du coup les paysans c'est assez disputé et c'est pas mal d'avoir un avantage. J'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant pour les routes et les villes, où il faut vraiment que la situation, c'est dans certaines situations bien particulières que ça peut être intéressant, mais pas toujours. Donc pour les prés plutôt c'est intéressant, pour les villes et les routes un petit peu moins, et pour les abbayes pas du tout. Voilà, donc ça c'est pour les collines, c'est sympa. Et puis le dernier élément que j'aime, moi je sais pas pourquoi j'aime bien cet élément comme ça, alors que c'est vraiment peut-être le plus simple du lot, ce sont les vignobles. Et les vignobles vont vous rapporter 3 points supplémentaires quand vous évaluez une abbaye, pour chacun des vignobles qui est situé autour de l'abbaye. Donc là, j'évalue cette abbaye et que j'ai un vignoble, ça me fera 9 plus 3 points pour ce vignoble. Donc ça c'est plutôt sympa, ça amène un petit élément stratégique dans la partie, où vous vous dites, bon, cette tuile elle irait mieux là, mais en même temps j'ai mon abbaye ici, est-ce que il vaut mieux que j'aille bonifier mon abbaye ou je place cette tuile à cet endroit-là? Ça vous donne un petit élément de réflexion supplémentaire sans être complètement pesant, c'est juste un petit truc en plus qui est assez amusant à utiliser. Voilà, donc les 3 éléments de Mouton et Colline, le berger, les collines, les vignobles. Moi j'aime beaucoup les vignobles et le berger, les collines un petit peu moins, mais en tout cas c'est une extension qui est simple à mettre en place, qui est pas qui ne mange pas complètement votre jeu, qui ne déforme pas complètement le jeu, qui ne vous frustre pas, et donc c'est pour ça que j'aime plutôt bien cette extension qui est classée numéro 5, Mouton et Colline.
Numéro 4 de ce classement, c'est l'extension Princesse et Dragon, un petit peu thématisée dans le fantastique médiéval. Cette extension va apporter plusieurs éléments. Le premier, c'est le dragon. Alors le dragon va apparaître lorsque vous aurez un volcan, il va apparaître sur cette tuile volcan, et ensuite le dragon va se déplacer quand vous utiliserez des tuiles sur lesquelles il y a le symbole dragon. Et à ce moment-là, les joueurs vont déplacer le dragon à tour de rôle de 6 cases. Donc par exemple, si c'est moi qui commence à jouer, hop, je déplace le dragon d'une case, puis mon voisin le déplace d'une autre case, etc. de manière orthogonale. Et à chaque fois que le dragon arrive sur une case, il va manger tous les meeples qui sont sur cette case. Donc chacun essaye d'entraîner le dragon vers les autres et de le ramener et de l'éloigner au maximum de ses propres meeples. Donc ça c'est plutôt sympa. Dans cette extension, c'est rigolo, il y a pas mal de tuiles le dragon, donc il faut faire attention, il ne faut pas se placer trop près du dragon, même si les éléments sont intéressants. Ensuite, on a la fée. La fée, alors l'intérêt c'est que déjà elle protège contre le dragon, donc le dragon ne peut pas venir là où se trouve la fée. Et cette fée, vous pouvez la prendre et la placer auprès d'un de vos meeples à chaque tour où vous ne posez pas de meeple. Et le petit bonus supplémentaire, c'est que si au tour d'après, au début de votre tour, la fée est encore auprès de votre meeple, eh bien vous gagnez un point de victoire. Donc la fée, c'est assez intéressant, parce que à la fois elle protège contre le dragon, et elle vous fait des petits points par-ci par-là. Alors un point de victoire, ça paraît rien, mais si personne vous la prend pendant 5 ou 6 tours, bah, ça fait 5 ou 6 points de victoire en plus, c'est toujours sympa. Et puis la protection du dragon, c'est toujours bien également. Par contre, du coup, on ne pose pas de meeple pour récupérer la fée, c'est le petit élément un petit peu négatif. Et on a également les portails magiques. Les portails magiques, ce sont ces éléments-là. Lorsque vous placez une tuile sur laquelle il y a un portail magique, vous pouvez placer un meeple soit sur cette tuile-là, soit sur n'importe quelle autre tuile qui a déjà été placée au cours de la partie, en respectant les conditions de placement habituelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être à deux dans la même construction. Et enfin, dans Princesse et Dragon, vous avez aussi ces tuiles-là, qui sont des tuiles villes, sur lesquelles il y a le symbole de princesse, et quand vous les placez dans une ville, vous pouvez immédiatement retirer un chevalier de la ville, que ce soit un des vôtres ou un de vos adversaires. En général, c'est plutôt un de vos adversaires, un meeple de votre adversaire, à moins que la ville soit tellement grande et tellement mal fichue qu'il soit impossible de la terminer. Dans ce cas-là, vous pouvez aussi utiliser la princesse pour récupérer un de vos chevaliers et le sortir de cette mauvaise situation. Donc, sur cette extension, il y a pas mal d'éléments, mais ils fonctionnent plutôt bien les uns avec les autres, il faut le dire. Le dragon, c'est rigolo, c'est pas si violent que ça finalement, parce qu'il n'y a pas énormément non plus de tuiles dragon, mais il faut faire attention à ce que vous faites. Peut-être qu'à plus de joueurs, ça fonctionne mieux. À 2 joueurs, on arrive à... je sais pas, dans les parties, le dragon a jamais été tellement menaçant. C'est très rare finalement qu'il ait mangé des meeples. Donc c'est une espèce de menace un peu latente, mais ça arrive rarement, il arrive rarement à manger des gens. La fée, c'est rigolo, c'est un petit élément supplémentaire qui fait pas de mal. Les portails magiques, c'est assez sympa, parce que du coup, ça brise une des règles de Carcassonne, qui est que normalement on pose toujours le meeple sur la tuile sur laquelle on arrive, donc ça vous permet de tordre un petit peu les règles et d'envisager le jeu d'une manière un petit peu différente, donc c'est plutôt sympa, notamment pour des abbayes, des trucs comme ça, hein. Ça peut être intéressant. Et la princesse, alors la princesse c'est sympa également, mais c'est étonnant, à chaque fois que je repense à cette extension, j'oublie totalement cet élément de princesse, donc il faut croire que finalement dans la partie on l'utilise très peu ou qui reste assez anecdotique, parce que c'est vraiment pas du tout la chose à laquelle on pense quand on pense à cette extension. Je pense vraiment à chaque fois au dragon, à la fée, au portail magique. La princesse, oui, c'est très intéressant à utiliser, mais il n'y a pas tellement de tuiles princesse non plus qui sont disponibles, il y en a quand même quelques-unes, mais voilà, le fait que quand vous placez une tuile princesse vous ne puissiez pas placer de meeple mais vous puissiez uniquement retirer un meeple, ça la rend parfois un petit peu moins intéressant, ou c'est juste pour enquiquiner l'adversaire. Bon, en tout cas, c'est une extension qui est assez bien thématisée, qui fonctionne bien ensemble et qui est plutôt rigolo, qui amène pas mal de tuiles, hein. On a un bon paquet de tuiles également dans l'extension, donc ça ajoute de la rejouabilité à vos parties. Et voilà, donc c'est vraiment une extension que j'aime bien. C'est pour ça qu'elle est numéro 4 de ce classement, Princesse et Dragon. Numéro 3 de ce classement, on rentre dans le top des extensions de Carcassonne, c'est la tour avec sa boîte tout en longueur qui rentre pas à la caméra, et surtout avec sa tour à tuiles qui arrive, qui est déjà montée dans la boîte. Ça c'est vraiment très sympa, c'est de plutôt bonne qualité, ça tient dans la boîte montée, et puis vous pouvez placer dedans, je sais pas, on a dû essayer avec 3-4 extensions, et même 3-4 extensions, ça tient très largement, ça tient en tout cas, dans ces emplacements-là, donc c'est un élément très chouette de jeu. Alors ça ne bouleverse pas la manière de jouer, mais en tout cas c'est un élément assez amusant.
C'est la première chose. Il n'y a pas que ça dans cette extension, puisqu'il y a également tout un tas de tuiles sur lesquelles vous avez ces petites fondations de tours, et vous avez aussi des petits étages de tours que chaque joueur va recevoir au début de la partie. Alors l'idée, c'est que c'est une extension très méchante, puisque à chaque tour de jeu, alors pas nécessairement quand vous avez des fondations, mais quand vous placez une tuile avec une fondation, mais vous avez à votre tour une nouvelle action qui est de prendre un étage de tour et de le placer sur une fondation de tour, soit sur une fondation où il n'y a rien, soit sur une fondation où il y a déjà une tour pour faire grandir la tour. Et à partir de là, vous allez pouvoir, en fonction de la hauteur de la tour, capturer des meeples qui se trouvent en vue de cette tour. Donc si la tour ne fait qu'un étage, on peut capturer à 1 de distance. Si la tour fait 2 étages, on peut capturer à 2 de distance dans chaque direction, etc. Et donc vous allez récupérer des meeples adverses. Vous pouvez aussi reprendre vos propres meeples, d'ailleurs, ça peut être une stratégie pour aller les déposer ailleurs si jamais vous en manquez. Et ensuite, l'adversaire va devoir soit capturer vos propres meeples, et dans ce cas-là, vous échangerez vos otages, soit vous donner des points de victoire pour récupérer les meeples que vous lui aurez volés. Donc c'est vraiment un jeu extrêmement agressif. Et puis la troisième option, vous pouvez aussi placer un de vos meeples en haut d'une tour pour vous assurer que plus personne ne viendra placer d'étage de tour, et donc que plus personne ne pourra capturer à partir de cette tour. Donc c'est vraiment rigolo comme extension, moi j'aime énormément, il y a pas mal de tuiles tout en plus, donc ça fait que le plateau est généralement extrêmement dangereux. Il y a très peu d'endroits où vous avez la possibilité d'être en sécurité, où vous êtes sûr que l'adversaire viendra pas placer un petit étage de tour pour venir vous capturer. Donc c'est vraiment une extension que j'aime beaucoup, faut aimer ce côté un petit peu méchant, parce que c'est vrai que vos adversaires vont râler à chaque fois que vous leur volez des meeples, mais en même temps ça rajoute une toute nouvelle dimension dans Carcassonne, qui fait que vous faites peut-être un petit peu moins de grosses structures, vous allez vous concentrer davantage sur des petites structures que vous êtes sûr de pouvoir terminer et d'évaluer avant que quelqu'un vienne mettre un étage de tour à côté et vienne vous les capturer. Parce que si vous commencez à faire quelque chose, une structure qui est un petit peu trop grande, vous êtes certain que votre adversaire va venir mettre une fondation de tour à côté, ou alors va agrandir une tour pour venir vous capturer vos meeples. Donc c'est un petit peu ça, avec cette extension, il faut prendre les points. Dès qu'on a l'occasion de prendre les points, on ne peut pas se permettre d'attendre trop de tours ou de construire des structures trop importantes. Donc ça change quand même pas mal la manière de jouer, c'est beaucoup plus méchant, mais voilà, si vous aimez un jeu un petit peu interactif où les gens râlent, n'hésitez pas, la tour c'est fait pour vous. Numéro 2 de ce classement, c'est l'extension Marchand et Bâtisseur, qui est également la deuxième extension de Carcassonne à être sortie. Alors dans cette extension, on a d'abord des tuiles villes sur lesquelles on a des symboles qui correspondent à des jetons marchandises, et tout l'intérêt de ces symboles, donc il y en a 3 différents, c'est que c'est la personne qui va fermer la ville qui va gagner autant de jetons qu'il y a de symboles de ce type dans la ville. Alors, la personne qui est majoritaire dans la ville va quand même marquer les points, mais ne récupérera pas les marchandises. C'est vraiment la personne qui ferme la ville. Alors ça peut être la même personne qui évalue la ville et qui ferme la ville, mais ça peut aussi être votre adversaire qui vient fermer votre ville uniquement pour venir récupérer ses jetons. Alors pourquoi on ferait ça? Parce que les jetons, à la fin de la partie, vont vous donner des majorités qui vont chacune vous faire 10 points de victoire, si vous êtes majoritaire en tissu, en vin ou en blé. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 30 points de victoire si vous arrivez à bien les récupérer durant la partie. Et 30 points de victoire, c'est quand même pas mal, ça peut faire la différence. Donc c'est pour ça que cette extension elle est assez chouette, c'est parce qu'elle vous donne une nouvelle perspective sur Carcassonne, où finalement, même si quelqu'un est majoritaire dans une ville et que vous n'avez aucune manière de récupérer la majorité, si la ville est suffisamment grande et donne suffisamment de marchandises, elle peut quand même finalement vous intéresser, vous allez avoir un intérêt à essayer de venir fermer la ville, ce qui va arranger d'une certaine manière votre adversaire, mais qui vous arrangera vous encore plus, parce que vous allez vous récupérer pas mal de marchandises. Donc ça crée une certaine tension dans le jeu qui est très agréable, qui est très amusante, parce que quelqu'un qui fait une ville, même s'il est majoritaire dans la ville, il n'est pas du tout apaisé. Il veut terminer sa ville et il veut la fermer lui-même pour éviter que l'adversaire vienne lui voler des marchandises et ne rafle les points de majorité à la fin de la partie. Donc ça, c'est un très bon élément d'extension que j'aime beaucoup. En plus, il y a quand même un certain paquet de tuiles qui vont vous rapporter des marchandises, donc c'est plutôt chouette. Et enfin, il y a 2 autres éléments dans l'extension, on a le cochon et le bâtisseur. Alors le cochon, c'est très simple, vous pouvez le placer dans un pré où vous avez un paysan, et il va voir les villes dans lesquelles vous avez un paysan avec un cochon, les prés, pardon, dans lesquels vous avez un paysan avec un cochon, vont vous rapporter cette fois 4 points à la fin de la partie, et non plus 3 points. Donc ça bonifie vos villes, les villes des paysans à la fin de la partie, ce qui est plutôt chouette. Et on a également le bâtisseur que vous allez pouvoir placer sur une ville ou sur une route sur laquelle vous avez déjà un meeple, enfin
pas sur la même tuile, mais en tout cas sur la continuation de la route ou la continuation de la ville, vous avez déjà un meeple. Et à chaque fois que vous allez ensuite, durant la partie, ajouter une tuile qui continue la ville ou qui continue la route sur laquelle le bâtisseur est présent, eh bien vous allez pouvoir rejouer immédiatement un deuxième tour de jeu. Et ça c'est très 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 chouette. Ça ne change pas fondamentalement la partie, le bâtisseur vous allez le placer peut-être dans 3-4 structures différentes au cours du jeu, c'est pas énorme, enfin 3-4 c'est déjà bien, mais ça rajoute un petit quelque chose supplémentaire, ça vous redonne un petit tour supplémentaire à droite à gauche, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est intéressant surtout avec ces 3 éléments de l'extension, c'est qu'ils ne sont pas du tout frustrants parce que ils ne viennent pas au détriment d'autres choses. Les marchandises, ça s'ajoute, c'est une stratégie supplémentaire que vous pouvez utiliser. Les cochons, de toute façon, il y a toujours un moment où vous allez placer une tuile dans un pré et que vous n'allez pas placer de ce paysan, donc autant placer votre cochon pour bonifier le paysan qui est déjà dans le pré. C'est juste une option supplémentaire, ça ne vous empêche pas de faire autre chose. Et puis le bâtisseur, ça ne vous empêche pas vraiment de poser un meeple, même si vous le posez à la place de poser un meeple, parce que de toute façon, quand vous continuez une ville dans laquelle vous êtes déjà, ou vous continuez une route sur laquelle vous êtes déjà présent, vous n'allez pas rajouter d'autres meeples. Donc autant placer votre bâtisseur qui va vous permettre de jouer des tours supplémentaires par la suite. Donc c'est vraiment 3 éléments qui sont très très chouettes. Dans cette extension, vous avez également, je crois que c'est dans cette extension qu'il y a un sac qui vient dans lequel vous pouvez mettre toutes vos tuiles. Bon, moi je l'utilise pas, ça me sert à rien, parce que de toute façon j'ai l'extension de la tour. Mais voilà, si vous voulez, vous avez ça également. Et puis ces 3 éléments qui sont très 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 cool. Donc numéro 2 du classement et numéro 2 dans l'absolu, c'est marchand et bâtisseur. Et enfin, numéro 1 de ce classement, pour moi, l'extension ultime de Carcassonne, en tout cas celle que je préfère, c'est l'extension Tous en piste, et c'est également la dernière qui est sortie, donc celle-là est thématisée sur le cirque. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette extension? La première chose qu'on a, ce sont ces tuiles artistes. Ces tuiles artistes, lorsque vous les placez, vous allez pouvoir placer un de vos bonhommes sur un des emplacements, et puis lorsque vous ou d'autres joueurs vont placer des tuiles adjacentes à cette tuile, les joueurs vont également avoir la possibilité de venir placer d'autres personnes sur ces emplacements. Une fois qu'il y a un bonhomme dans chacun des emplacements, le troisième va venir hop au-dessus, comme ceci, on les empile, et une fois qu'on a 3 artistes qui ont fait leur démonstration de leur numéro sur la tuile, à partir de là, il n'y a pas d'évaluation automatique, et ça c'est rigolo, c'est-à-dire que c'est une des personnes qui possède un meeple sur cette tuile qui va devoir déclencher l'évaluation à son tour de jeu à la place de poser un meeple. Donc là, typiquement, bleu a beaucoup plus intérêt à déclencher l'évaluation que rouge, mais en même temps, si rouge n'a plus de meeple en réserve, il va peut-être devoir déclencher l'évaluation, et ce qui va rapporter des points de victoire à bleu, et qui va permettre à bleu de récupérer également ses meeples. Donc il y a ce petit aspect-là qui se rajoute en plus, et lorsque vous évaluez ces zones, vous allez gagner 5 points pour chacun des meeples qui sont présents. Donc là, bleu marquerait 10 points et rouge marquerait 5 points. Et évidemment, si vous revenez placer des tuiles adjacentes à cette tuile, vous pouvez recommencer à placer des meeples dessus et les gens vont pouvoir recommencer leur numéro. Donc ça, c'est très consommateur en meeple, mais en même temps, alors c'est un choix. L'extension Tous en piste, c'est vraiment une extension, on ne peut pas passer à côté. Il y a beaucoup de tuiles et on est obligé d'utiliser les éléments de l'extension, sinon on va se faire écraser parce que c'est des éléments qui rapportent beaucoup de points. Et c'est très intéressant. Donc le premier, c'est cet élément d'artiste. On ne peut pas passer à côté. La deuxième élément, c'est les tuiles cirque. Quand vous avez une tuile cirque, vous prenez un de ces jetons-là qui représentent des animaux et qui ont des points de victoire sur eux, sauf que vous les regardez pas, vous les mettez face cachée sur l'endroit du cirque et vous prenez le magnifique chapiteau que vous placez sur le dessus. À partir de là, il ne se passe rien, mais dès qu'un nouveau emplacement de cirque est placé quelque part ailleurs dans la partie, le cirque va changer de place, donc on prend un nouveau jeton face cachée, on le met ici, on place le cirque dessus, et on va évaluer l'emplacement du premier cirque. Et ça, on va l'évaluer en le retournant, donc ça fait 6 points, et là, tous les meeples qui sont adjacents au cirque vont faire marquer 6 points à leur propriétaire. Donc là, si bleu était ici, rouge ici et bleu ici, bleu marquerait 12 points et rouge marquerait 6 points pour ce cirque. Sachant que les animaux vont de 1 jusqu'à 7 pour l'éléphant, donc il y a un petit élément de hasard ici qui est intéressant, mais en tout cas, vos meeples sont extrêmement encouragés à se déplacer pour tout le temps suivre le cirque et tout le temps être proche des numéros du cirque pour gagner des meeples. Donc il y a beaucoup de tuiles cirque, donc le cirque va se déplacer énormément durant la partie, et donc ça peut faire pas mal de points si vous êtes pas bien placé au bon endroit au bon moment. Et enfin, dernier élément qui est très sympa et qui rapporte pas mal de points, c'est le directeur de cirque avec son chapeau de forme. Le directeur de cirque, lui, va vous rapporter des points de manière tout à fait classique, comme un meeple normal. Mais en plus de ça, lorsque vous l'évaluez, par exemple, bon bah là, disons que je le mets sur cette route-là, hop,
lorsque il va vous rapporter des points, que ce soit pendant la partie ou à la fin de la partie, on peut aussi le coucher sur un champ, il vous rapporte le nombre de points qu'il doit vous rapporter normalement, donc là ça ferait 2 pour la route, plus 2 points pour chaque tuile cirque ou artiste, c'est-à-dire des tuiles comme ça ou des tuiles comme ça, qui sont adjacentes. Donc si on était dans cette situation, hop, en mettant le directeur de cirque ici, il me rapporterait 2 points, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Pour une toute petite route. Et sachant qu'il y a, comme je vous le disais, un certain nombre quand même de tuiles cirque dans la boîte, le directeur de cirque, c'est quelqu'un qui devient extrêmement intéressant. Donc moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette extension, c'est que pour une fois, c'est une extension qui est thématique, vraiment thématique, et qui est unie, et tous les éléments de cette extension fonctionnent ensemble. À la limite, les artistes, on pourrait les retirer, c'est pas forcément nécessaire, mais tout est lié par ce directeur de cirque qui vous rapporte des points en fonction des autres tuiles, et tout est lié par la thématique même. Les artistes, le cirque, les animaux, c'est vraiment, il y a une certaine immersion dans ce thème, mais surtout, c'est une extension qui vous offre de nouvelles opportunités, qui ne vous empêche pas d'aller évaluer des villes, d'aller faire ceci, cela, mais vous allez toujours devoir essayer de vous faire des points avec les villes, avec les routes, avec les paysans, avec les abbayes, mais vous allez quand même, vous ne pouvez pas faire autrement, vous allez devoir prendre en compte les éléments de cette extension. À la limite, les artistes, vous n'êtes pas obligés, mais si vous laissez votre adversaire faire les artistes tout seul, il va se faire quand même pas mal de points, donc il faut faire attention. Même si les artistes, ça fait des points, mais ça consomme beaucoup de meeples, donc c'est des meeples que vous ne mettrez pas ailleurs. Mais surtout, les tuiles cirque, ça peut faire à chaque fois, dès qu'ils sont évalués, comme je vous dis, il y en a beaucoup, donc si ça vous fait 6 points, plus 4 points, plus 8 points, plus 9 points, à droite à gauche, ça commence à peser quand même. Et le directeur de cirque, c'est pareil, c'est une opportunité supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, il ne va pas vous bloquer dans telle ou telle décision, parce qu'il peut aller n'importe où comme un meeple normal, mais si vous le placez bien, si vous le placez stratégiquement, ça vous fera beaucoup de points. Typiquement, si le directeur de cirque il est là et que je viens évaluer ce cirque, il va me faire des points au moment où j'évalue le cirque, et en plus, comme c'est une tuile cirque, il me fera des points au moment où la ville sera évaluée. Donc il y a toute cette réflexion qui est vraiment très maligne et très bien faite dans cette extension que moi j'apprécie énormément, et c'est pour ça que c'est la numéro 1 de ma liste. Boum! Et voilà, je vous remets le trio de tête de ce grand classement qui est La Tour en numéro 3, Marchand et Bâtisseur en numéro 2, Tous en piste en numéro 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est votre grand classement des extensions de Carcassonne, quelles sont celles que vous préférez et celles que vous détestez et pourquoi. Peut-être que ce sera très différent, même si je serais surpris que des gens détestent Tous en piste, mais si vous détestez Tous en piste, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, je ne vous en voudrais pas. Voilà, donc c'est un classement qui évidemment est très subjectif et qui est assez marqué dans le temps, puisque c'est mon classement aujourd'hui, peut-être qu'il sera amené à évoluer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!